Et nous accueillons le patron du quotidien Liberté, Médard Ametepe. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Médard. Vous parlez ce matin de la CEDEAO, les crises et les traitements à géométrie variable. Oui au report des élections en Guinée-Bissau, non au Togo, poussé droit dans le mur, hein, c'est ça? Oui, et on sait que l'une des exigences de la coalition de l'opposition est que les élections législatives prévues le 20 décembre soient repoussées pour qu'elles soient mieux organisées dans les meilleures conditions de transparence. Mais cette exigence s'est heurtée au refus catégorique du pouvoir appuyé par la CEDEAO. Et pourtant, un autre pays membre de la CEDEAO, la Guinée-Bissau, est confronté à une situation similaire. Le pays devrait organiser les élections législatives hier, dimanche 18 novembre, et un scrutin qui devrait sceller une sortie de crise que traverse le pays depuis 3 ans. Mais le président bissau-guinéen José Mario Vaz s'était rendu mercredi dernier à Abuja, au siège de la CEDEAO, pour négocier un report du scrutin et à cause du retard pris dans le recensement électoral notamment. Et la CEDEAO a accepté le report pour permettre que les élections soient organisées dans les meilleures conditions. Et nous pensons que le report est également indispensable au Togo si on veut créer les conditions d'une sortie apaisée de crise et conduire le processus électoral d'une manière consensuelle et efficiente. Mais le pouvoir a fait une fixation sur la date du 20 décembre avec la bénédiction de la CEDEAO. Et nous pensons que si les élections sont maintenues, les conséquences risquent d'être dramatiques pour notre pays. D'accord. Et puis vous parlez aussi de la relance des manifestations publiques, forte mobilisation des populations dans les rues de Lomé samedi. Oui, et les populations se sont massivement mobilisées dans les rues samedi et à l'appel de la coalition de l'opposition et à la grande satisfaction des premiers responsables. Et pour eux, la grande affluence observée samedi démontre que la coalition incarne les aspirations des Togolais à mettre un terme au régime de dictature. Et si les leaders de la coalition saluent la forte mobilisation des populations et tout n'a pas été de tout repos pour les manifestants, et des barricades avaient été dressées à plusieurs endroits pour empêcher les manifestants de rallier les lieux de rassemblement. Et malgré tout, les entraves et les tracasseries imposées n'ont pas dissuadé les populations qui sont massivement sorties. Et pour rappel, la manifestation a été organisée pour dénoncer le processus électoral en cours et mené unilatéralement par le régime et surtout le parti pris de la CEDEAO dans la crise et qui a pris fait cause pour le pouvoir de Sonia Singé malgré le non-respect de la feuille de route prescrite par l'institution régionale. Et la coalition exige aussi la mise en œuvre des réformes politiques et électorales et la libération des détenus politiques ou encore la levée de l'état de siège dans les villes de l'intérieur. D'accord. Et puis un autre suivi très rapidement, c'est par rapport donc aux perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Vous évoquez des risques et des risques croissants, notamment le cas du Togo. Hein. Oui, et le représentant résident du FMI au Togo, Gilles Tassoba Sapawende, était en fin de semaine dernière à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG où il a partagé avec les étudiants les graphiques issus des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne et notamment ceux relatifs au Togo. Et à en croire le FMI, les perspectives macroéconomiques de l'Afrique au sud du Sahara continue de s'affermir et la croissance devrait passer de 2,7% en 2017 à 3,1% en 2018.
grâce à des ajustements des politiques nationales et à un environnement extérieur favorable. Et qu'à moyen terme, la croissance devrait s'accélérer pour avoisiner les 4%. Et spécifiquement en ce qui concerne le Togo, le FMI estime que la croissance devrait s'accélérer à environ 5,4% par an à moyen terme. Mais pour Gilles et Tassoba, il n'y a pas de motif de satisfaction car ce taux est loin derrière la moyenne au sein de l'UEMOA. D'accord. Et le représentant du FMI pense qu'on ne peut pas se développer avec des taux de croissance actuels et que pour atteindre les objectifs du développement durable, il va falloir une croissance plus forte et des financements et plus élevés. C'est l'essentiel à retenir de sa présentation. Alors, on lira tous ces sujets dans votre journal, le quotidien Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Autre journal aussi dans lequel ce matin, voilà, on me signale que Fabrice est là. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoints Fabrice. Dans votre éditorial ce matin, vous évoquez justement les législatives et le choix des candidats. Le casting du Parti Unir est un exercice très très difficile, on va dire. Hein. Oui, bien évidemment, vous savez que nous sommes pratiquement à un mois des prochaines législatives. Oui, et dans les états-majors des partis politiques engagés dans ce processus électoral, l'heure est au choix des candidats qu'il va falloir déverser sur le terrain pour compétir au nom du parti politique. Alors donc, nous avons un peu fouillé autour du parti présidentiel et on s'est rendu compte que ce n'est pas une tâche facile parce qu'elle a démarré depuis des semaines. Et jusqu'à hier, en tout cas, il était difficile de savoir encore qui est positionné dans quelle localité. Les listes souvent confectionnées sont retouchées à tout moment, ce qui nous fait voir qu'il y a beaucoup d'engagement à ce niveau. Vous savez que contrairement aux autres partis, le choix se fait beaucoup plus facilement, où certains partis même ont du mal à trouver des candidats pour positionner à unir tout le monde entre toutes l'option. Les anciens veulent toujours conserver leurs privilèges, alors que les autres proportions pour eux, c'est le temps est venu pour se faire une place au soleil. Donc, dans cela, il faut trouver une formule pour ne pas frustrer, mais ce qui est sûr, avoir les choses, le chapitre sera des mécontents, mais comme on le fait très généralement dans ce parti où la discipline est de mise, personne ne va réviser ouvertement. Une chose est sûre, pour l'instant, on n'a pas encore une idée exacte des candidats, mais on l'aura sans doute avec, sans doute aujourd'hui à minuit, puisque c'est le dernier jour consacré pour le dépôt des candidatures. Donc, nous disons que ce n'est pas facile, tout comme on met du temps à faire le gouvernement, on met également du temps à choisir les députés, tout simplement parce qu'il y a du beau monde, et ce n'est pas facile quand on vous donne les chiffres des candidats d'une perspective à une autre. Vous comprenez, aussi bien les compétences sont là et la popularité sur le terrain, tenir compte de la géopolitique, et nous avons conclu que ce n'est pas une tâche très élevée pour les premières autorités du parti. D'accord, très bien. En tout cas, on lira votre éditorial, c'est à la première page d'ailleurs. Et puis, cette manifestation de la coalition, vous revenez aussi là-dessus, lynchage de la communauté internationale. La C14 se trompe d'adversaire finalement, Fabrice? Oui, vous savez que comme prévu, la C14 est descendue dans les rues de Lomé samedi dernier pour utiliser principalement le processus électoral en cours. Mais on a pu constater parmi les manifestants que certains brandissaient des banderoles ou certains fonctionnaires internationaux, notamment de la CEDEAO et la communauté internationale, ont été insultés par des manifestants sous les yeux. Donc, les leaders des partis politiques qui ne disaient rien. Alors, nous disons qu'en réalité, dans tout ce qui se passe, il faudra faire extrêmement attention pour ne pas se tromper d'adversaire. L'adversaire de la C14, c'est bien le parti de pouvoir pour la République. Eux, non, les simples fonctionnaires de la CEDEAO qui sont là pour exécuter des tâches qu'on leur donne. Et donc, ce n'était pas tout pourquoi, même si les partisans se sont lancés dans cette question, il aurait fallu que les leaders interviennent pour dire qu'en réalité,
ce ne sont pas eux la cible, même si on les accuse à tort, selon nous, par rapport à certaines initiatives qu'ils auraient dû prendre. Et donc, nous disons que l'instance de la communauté internationale n'était pas une bonne chose et face à cela, il faudrait plutôt faire face aux vrais adversaires politiques qui sont sur le terrain plutôt que de se tromper de tout. Alors, vous aussi, vous parlez ce matin des éperviers du Togo par rapport donc à la CAN, le match disputé hier à Lomé. Les éperviers qui chutent lourdement à domicile devant les Fenech 1 contre 4. On ne va pas le commenter, mais par contre, on va parler de la loi des finances, gestion 2019, Fabrice. Le gouvernement qui renforce, on va dire, le social avec 45% du budget national. Oui, vous savez que l'Assemblée nationale a adopté plus ou moins vendredi dernier la loi des finances. Elle s'équilibre à 1,61 milliard de francs CFA en ressources et en dépenses. Elle constate une progression de 11% en raison des priorités définies par le gouvernement et on constate que 45% est essentiellement consacré aux actions ayant d'impact sur le plan social, notamment la réduction de la pauvreté, les travaux d'impact et autres. Et donc, c'est que pour l'année qui s'annonce, donc faire une part belle au social, on espère bien que par exemple, à réduire par ça pour cette pauvreté-là qui aujourd'hui constitue véritablement les tendances d'activité. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Libéral. Merci beaucoup, Fabrice Pétiesi. Merci à toi et bonne journée, bonne émission. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Et nous accueillons Didier Assogba justement. Didier, bonjour. Bonjour Eric. Avec vous, nous allons commencer avec les éperviers du Togo par rapport à la CAN Cameroun 2019. Claude Leroy et ses éperviers déplumés à Lomé complètement par l'Algérie. Oui, déplumés complètement. Il n'y a pas un autre mot plus fort pour dire ce qui s'est passé hier au stade municipal de Lomé. Pendant que le public sportif s'est mobilisé derrière les éperviers et croyait à cette qualification-là, ou du moins à ce grand pas-là qu'on devrait opérer hier vers la qualification pour la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun. Les éperviers ont livré une piètre prestation. Sur le terrain, on a vu une équipe complètement timorée, une équipe qui peine à aligner deux passes, une équipe qui balançait les ballons par ici par là, des joueurs qui n'arrivaient même pas à être mobiles. On gardait encore le souffle lorsque l'Algérie avait ouvert le score. On pensait que les éperviers allaient réagir, mais que nenni, deux autres buts ont été marqués par le joueur algérien. Même avant la mi-temps, il n'y a eu aucune réaction. Ni du banc togolais, ni des joueurs sur le terrain. Oui. Du retour des vestiaires, on pensait encore que quelque chose pourrait être fait. Il y a eu cette réduction de score, mais tout va s'arrêter là pour les éperviers qui, à la fin du match, vont enregistrer encore, vont encaisser encore un autre but en toute fin de match qui va tuer tous les espoirs. C'est complètement à la débandade hier qu'on a vu. Des gens plumés par, je ne sais pas, hier, c'est ce à quoi on a assisté. Cela devrait donner à réfléchir aux dirigeants du football togolais qui doivent questionner le management du technicien algérien qui est là. Ce qui s'est passé hier, c'est montrer ou prouver à la face du monde ou faire passer aujourd'hui à la face du monde comme si au Togo, il n'y a pas de joueurs. Alors qu'on sait que le Togo a de bons joueurs, les joueurs togolais évoluent encore dans des championnats en Europe. Il y a d'autres qui sont sur le continent africain, d'autres encore sur le territoire national dans les championnats. Il y a plein de joueurs togolais qui peuvent faire les affaires. Si Claude Leroy décide de les exclure pour n'amener que ses protégés ou les protégés d'Emmanuel Adebayor, le résultat est là. Adebayor n'était pas là contre la Gambie, on avait gagné à Banjul. Hier, il est là, tout le monde veut jouer, balancer les longs ballons pour lui. On a vu le résultat, c'est 4-1. Cela doit donner à réfléchir au niveau des dirigeants du football togolais
si tant est que le football reste un objectif et une priorité. Alors, comme mon confrère Steven Lavon le disait hier sur son compte Twitter, aujourd'hui, la proie facile, c'est Adebayor. Au chapitre politique, cette fois, Didier, c'est par rapport donc à l'opposition togolaise, elle qui se remobilise, et remobilise du monde dans les rues et prévient Karma. Oui, on a suivi la manifestation de l'opposition, de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition le samedi dernier dans la rue de Lomé. Cette manifestation, la crise de corps donnait pour échouer, mais ça n'a pas été le cas. On a vu qu'il y a eu un peu du monde dans la rue de Lomé comme d'habitude. C'est vrai que ce n'est pas encore le pic par rapport à ce qu'on avait connu en septembre et octobre 2017, lorsque les manifestations m'avaient déclenché, déclenché. Donc, l'opposition a repris les rues, a mobilisé ses partisans et a posé ses revendications à respecter la CEDEAO de la CEDEAO, la CEDEAO a redressé le pouvoir. Nous juste espérer que l'appel de l'opposition va pouvoir passer tant au niveau de la CEDEAO qu'au niveau du parti au pouvoir et du gouvernement qui continue d'organiser le processus électoral. Nous devons savoir que le recensement, on va dire, la phase de rattrapage du recensement a pris fin hier sans qu'il y ait eu du beau monde et du grand monde dans les CRV retenus pour de rattrapage. L'opposition ne compte pas s'inscrire dans le processus de avaliser un coup de force électorale. Elle demande au pouvoir de se réfréner, sans quoi elle va empêcher, voilà, elle prévient qu'elle empêcherait le déroulement des opérations de vote le 20 décembre dernier. Je cite le chef de file de l'Avre qui a déclaré nous allons voir s'ils peuvent organiser les élections le 20 décembre si nous occupons les rues. Voilà l'opposition qui ne compte pas se laisser faire. Et appelle à la CEDEAO, si elle peut toujours à la résolution pacifique de la crise, d'amener le pouvoir à respecter la feuille de route et à reprendre le processus à zéro avec des membres de l'opposition dans la CEDEAO. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site togobreakingnews.info. L'autre sujet, c'est par rapport donc à l'économie et les députés togolais qui approuvent un budget de 1461 milliards de francs CFA pour 2019. Oui, les députés, on sait qu'ils sont à la fin de leur mandat et ils sont dans une phase de prolongation, mais ils continuent de travailler quand même. Si en dehors de l'hémicycle, ils sont divisés au sein de l'hémicycle, ils sont quand même dans une phase de consensus quand il s'agit des lois, notamment de finances, d'autres lois également qui ne posent pas de problème. La loi de finances gestion 2019 a été votée de façon unanime et consensuelle par les députés à l'Assemblée nationale. Une loi, un budget qui s'élève à 1461 milliards s'équilibrant en recettes et en dépenses. On annonce que 45% du budget sera consacré aux projets sociaux, au secteur social. Une phase importante, une part importante de ces 1461 milliards sera consacrée à la mise en œuvre ou au déroulement du programme national de développement, notamment le programme des agropoles et un certain nombre de projets de filets sociaux qui doivent permettre à des couches défavorisées de pouvoir bénéficier de l'assistance de l'État. De toute façon, le Togo mise sur une remobilisation des recettes fiscales et non fiscales et également appuyer la dette intérieure pour permettre au secteur privé de jouer une part importante dans le développement du pays. C'est un projet, de toute façon, les députés ont eu un consensus. Ils ont voté unanimement à l'Assemblée. Le ministre de l'économie et des finances a salué cette unanimité des députés autour de la loi de finances gestion 2019. Maintenant, il va juste être nécessaire de suivre la mise en œuvre et l'exécution de cette loi de finances. Vous savez, souvent, on ne comprend pas grand-chose dans l'exécution de la loi de finances au Togo, mais
espérons que le Togo va continuer à respecter les critères de convergence et les principes de transparence et de bonne gestion pour permettre au pays d'avancer dans l'année 2019. Mais tout cela sera contrôlé par une situation politique que le Togo traverse. Si la crise politique est résolue, toutes les prévisions budgétaires et de recettes, de mobilisation de recettes fiscales pourront être réalisées et ce budget-là sera bien exécuté. Mais si ce n'est pas le cas, on craint qu'il y ait très vite un collectif budgétaire, comme on a eu à le voir cette année déjà au mois de mai, avec ce collectif budgétaire-là qui est venu diminuer un peu le budget préalablement voté par les députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ben, écoutez, on lira en tout cas tous ces sujets sur votre site togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric et bonne suite d'émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée. Un autre site maintenant, togomedia24.com avec Aubin Kouteli qui est au téléphone avec nous. Aubin, bonjour. Bonjour, c'est Eric et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Aubin, et nous allons prolonger ce débat avec vous. Les éliminatoires de la CAN 2019 et toute la presse en parle ce matin, c'est normal. Les éperviers qui chutent lourdement à domicile, c'est ce que vous écrivez. Oui, Eric, nous parlions de ce match, je crois, la semaine dernière, où nous annoncions que les Algériens viennent au Togo en conquérant pour gagner. Je crois que cette déclaration de Djamel Belmadi n'a rien fait au Togolais. En premier, l'entraîneur national, il n'a rien mis en place pour pouvoir déjouer cette équipe algérienne qu'on connaît très joueuse. Hier, lors de ce match qui comptait pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Togo a chuté lourdement face aux Algériens. Donc les Togolais ont pris 4 buts. Ils ont encaissé 3 buts en première partie. Vous savez qu'on n'avait pas Djenda Nam et puis Ouro Samakim, donc c'était une défense expérimentale qui jouait avec la titularisation ou le retour parmi les éperviers de Ouro Akoriko Sadat qui jouait en défense centrale avec Beignon Simon. Mais malheureusement, dès la 13e minute, sur une erreur sur le côté gauche, Riyad Mahrez a profité pour inscrire son premier but, puisqu'il a inscrit 2 buts lors de ce match. Alors ce but, disons-le, n'allait pas directement dans le but, mais un certain Ouro Akoriko Sadat a joué les pompiers pour Mahrez en déviant la balle de la main dans le but. Donc je pense que à 45 minutes, on a encaissé 3 buts sans pouvoir rien faire, puisque l'attaque, il y avait chez Emmanuel Adebayor qui prenait tout, mais qui n'arrivait à rien faire. Vous savez, hier, le public n'a pas été tout tendre avec chez Emmanuel Adebayor, qui, disons-le, lors des matchs précédents, a refusé de venir jouer sur le terrain synthétique du stade municipal de Lomé. Alors, hier, il était là pour jouer. Est-ce qu'il pouvait marquer? Je ne pense pas. Donc les faits sont têtus. Je pense que le Togo va faire une élimination, mais il faut dire qu'on a un dernier match à jouer en mars au Bénin. Ça va être difficile parce que si vous vous souvenez d'un match qu'on a eu à jouer au Bénin où on a été tabassé, on a été battu, des ministres ont été sifflés, ça a été vraiment une atrocité. Donc on ne sait pas si on va encore vivre la même chose au Bénin en mars prochain, mais il faut dire que il faut que l'entraîneur fasse un effort pour pouvoir changer la physionomie de cette équipe ou bien rendre le tablé. Mais Eric, il faut que je vous rappelle qu'il a même déclaré en conférence de presse hier que s'il ne gagne pas au Bénin, il va faire un effort pour rendre le tablier parce que il se serait aussi à la fin de son contrat. Donc il faut dire que ça n'a pas été du tout fameux pour nos joueurs. Donc il va falloir que l'entraîneur chez Emmanuel Adebayor, le capitaine, réfléchissent par rapport à ce qu'ils vont faire. Bon. Je pense que la victoire face au Bénin ne va pas nous qualifier, mais ce sera difficile à lâcher. Et on verra tout là, c'est en mars prochain, c'est pas loin quand même. Hein. Alors, autre sujet que vous développez sur votre site ce matin, c'est par rapport donc à ce vaste réseau de présumés trafiquants de voitures de luxe. Il semble que Lomé a plein de véhicules volés maintenant. En tout cas, le Togo et le Mali, c'est la destination de véhicules volés en Île-de-France, hein, Aubin. Oui, Eric, vous savez, il faut dire qu'un vaste réseau de trafiquants présumés de voitures
a été démantelé lundi dernier, ça fait disons une semaine. Oui, bien sûr. En Ile-de-France, qu'est-ce qu'ils font ces braqueurs? Ils arrivent à dérober les véhicules de voitures de luxe, des 4x4 et puis des sports HE. À leurs victimes, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à ils installent des traceurs sur les chemins pour pouvoir suivre ces voitures et ensuite braquer et puis spolier les voitures. Donc la police a fait une enquête et a arrêté 18 personnes qui sont présumées lors d'une enquête que la police a effectuée dans leur zone, dans leur base. Et il faut dire que ces véhicules, une fois dérobés à leur propriétaire, sont transportés vers le Togo et le Mali en transitant par les ports de Anvers et puis de Havre. Il faut dire aussi que comment est-ce qu'on peut amener des véhicules, parce que je suis sûr que quand ces voitures seront dérobées, ce sera difficile pour ceux qui l'ont dérobé de pouvoir justifier comment ils ont fait pour amener ces véhicules. Mais il faut aussi dire que est-ce qu'il n'y a pas eu des corruptions sur la chaîne? Je pense que ça va être, il faudrait que le Togo, les autorités togolaises ou bien l'Interpol puissent quand même vérifier ce qui se passe. Il s'agirait peut-être d'un détournement qui va vers le Mali, mais les véhicules passent par le Togo. Mais entre-temps, c'était un peu difficile pour que les véhicules passent par le Togo pour allier le Maroc. Parce que pour aller le Mali, parce qu'il passait entre-temps par le Maroc. Mais cette fois-ci, ici, le confrère français annonce que ces voitures sont transportées au Togo, au Mali, il va falloir que, à notre niveau, on vérifie ce qui s'est passé pour qu'on puisse faire passer au Togo, faire passer par le port du Togo des véhicules volés. Donc nous allons suivre ce dossier puis faire un retour à nos auditeurs. D'accord, très bien. Écoutez, on reviendra naturellement sur ce sujet. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Merci Eric, je crois que vous avez pris un peu de produit par rapport à cette défaite. Non, mais écoutez, ça va. Ok, bonne semaine à vous. Allez, merci, bonne journée. Merci. Et le dernier journal, le 5e que nous avons choisi ce matin, c'est le journal Symphonie avec Yves Gallet. Yves, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Merci de nous avoir rejoint, Yves. Et ce matin, vous évoquez pas mal de sujets, on en a choisi 3 comme toujours d'ailleurs. Tout boycotter, exposer dans la rue des militants à la mort et aux blessures, livrer les préposés de la CEDEAO à la vindicte populaire, cibler ou cribler d'injures l'Union européenne, l'Union africaine et les ambassadeurs du G5. La C14 pour vous est dans une dérive suicidaire. Hein? Oui, Eric. Et aujourd'hui, il doit être clair dans l'esprit de tous que la finalité de la lutte de la C14 n'est pas du tout la résolution des problèmes politiques, mais la prise du pouvoir par la rue. Et le samedi dernier, Jean-Pierre Fabre l'a confirmé. Nous venons, je cite, nous venons dénoncer par cette manifestation le départ du régime de Nassimé. Et nous disons que c'est encore une manière de souffler dans la trompette d'une nouvelle duperie des partisans, car on sait que depuis le 19 août 2017, plus d'une fois la fin du régime au pouvoir a été annoncé, programmé, mais au fil du temps, ce pouvoir s'est au contraire davantage renforcé et a repris tous les leviers qui semblaient perdus entre-temps, et de revendications extrémistes en revendications extrémistes, et la C14 s'est mise toute seule dans un engrenage, et toute voix qui se lève pour l'éclairer est considérée comme un ennemi qui ne veut pas l'aboutissement de la lutte. Et le spectacle qui nous a été servi au cours de la marche de la coalition le samedi dernier, et marche à laquelle n'ont pas participé le CAR, le PNP, des autres partis de la coalition, est tout simplement incroyable, sinon absurde. Les slogans fétiches, c'est quand ça suffit, fort des gages, on fait place plutôt aux pancartes et affiches sur lesquelles on pouvait lire des énormités. Et les proposés de la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine, les ambassadeurs du G5, tous ont été criblés de balles, des victimes les plus grossières et d'accusations les plus fallacieuses. Ils ont été jetés à la vindicte populaire, leur nom et image traînés
dans la boue, vraiment. Et cette boue monumentale relève tout simplement d'une démagogie populiste. Et contrairement à l'effet escompté, et nous disons que elle constitue plutôt une victoire diplomatique éclatante pour le régime au pouvoir. La communauté internationale est forcée d'être convaincue aujourd'hui que les opposants radicaux restent des interlocuteurs des pacotilles et puis un danger pour l'ancrage de la démocratie. Et nous disons que c'est une dérive suicidaire, ce qui s'est passé le samedi dernier. Parce que les législatives à la lueur des choses se tiendront le 20 décembre sans et la coalition et la communauté internationale s'empressera et de les valider. On aura donc un parlement largement dominé par unir peut-être au 4/5e. Et de deux, on imagine avec quel mine quel leader de la coalition pourrait encore s'agresser aux responsables de la CEDEAO et autres acteurs internationaux sur les questions liées à cette crise. Et puis de trois, les membres de la coalition se passent ainsi de la CENI jusqu'aux législatives de 2023. On aura donc une présidentielle 2020 sans eux. Et encore le professeur Aimé Gougué qui s'est prononcé hier sur les événements de samedi sur la plateforme WhatsApp et discussion politique. Et la direction de la coalition se désolidarise des messages affichés sur les pancartes. Et nous disons que c'est trop facile pour être admis, puisque la responsabilité des leaders de la C14 est non engagée. Sinon, c'est à croire qu'ils n'ont aucun contrôle de ce que peuvent faire leurs militants du début jusqu'à la fin d'une manifestation. Et ça, disons que c'est très dangereux. Nous appelons qu'une réunion d'urgence de la coalition et se prépare pour voir dans quelle mesure ils peuvent aller demander pardon aux institutions et personnalités attaquées le samedi dernier. Et tu vois tout ça là. C'est finalement du n'importe quoi. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal, la C14, dans une dérive suicidaire. Autre sujet, pas trop loin du premier, la législative du 20 décembre, la CENI qui a réceptionné 40 000 flacons d'encre anti-fraude. Oh oui, le chronogramme électoral tel qu'établi par la Commission électorale nationale indépendante reste imperturbable. Les conditions sont réunies surtout le jour pour une tenue effective de législative le 20 décembre. Et le samedi dernier, alors que les anti-élections battaient le pavé pour demander l'arrêt immédiat du processus électoral, la CENI réceptionnait 40 000 flacons d'encre indélébile, une encre réputée anti-fraude. C'est une encre de qualité sécurisée, à en croire le prestataire Netcom. Et la fiabilité de l'encre a été attestée par le laboratoire de l'Université de Lomé. Et d'après M. Alima Kagone, c'est le responsable de Netcom, et cette encre est un gage de sécurité lors des opérations de vote et elle permet d'éviter les fraudes. Bon, les Togolais qui n'avaient pas pu se faire recenser pour diverses raisons se sont vus accorder une nouvelle chance. 3 jours de prorogation. L'opération s'est achevée hier avec un plein succès. Et le délai du dépôt des candidatures a été prolongé au 19 novembre, aujourd'hui donc. Et assurément, après minuit, les Togolais seront situés sur qui est candidat, qui ne l'est pas. Et l'on attend impatiemment. D'accord. Et puis, le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est vrai que vous avez parlé aussi des éperviers du Togo, Togo 1, Algérie 4, la consécration des limites de Claude Leroy. Les éperviers s'offrent la prestation la plus moche depuis 10 ans. C'est ce que vous avez écrit, on lira l'article dans votre journal. Et puis, cette interview exclusive du président du comité national Miss Togo, Baka Gaspard, qui dit que la plupart des Miss élus jusque-là ont réussi dans leur vie. Oh oui, bien sûr, c'est une interview exclusive. Et nous avons fait le constat, Eric, que le jour de l'élection de la Miss passée, les projecteurs semblent éteints, ou du moins sont tout allumés sur les actions de la Miss. Or, un mandat de Miss est plein de mouvements. Et ces mouvements sont déclinés dans un cahier de charges qui est défini par le comité national Miss Togo et qui porte habituellement sur un projet social qui priorise les couches sociales les plus défavorisées. Et c'est une manière pour Gaspard Baka, initiateur de
la compétition dédiée à la mise en valeur de la beauté de la femme togolaise, de participer à la construction de l'édifice du développement national. Et donc, mademoiselle Ishabatou Nyobutoro, Miss Togo 2018, depuis son élection, a déjà mené beaucoup d'activités et a posé plusieurs actes. Et la couronne enlevée, elle descend de son piédestal pour se confondre aux vulnérables de la cité et leur apporter assistance. Notre organisation a eu de la sensibilité et de l'humanisme dont a fait preuve la Miss Togo 2018 à la présidence de Chine il y a quelques jours. Des gestes de symphonie sur le relais pour un hommage appuyé à mademoiselle Ishabatou et à M. Gaspard Baka. D'où l'idée de cette interview avec le président Gaspard. Une exclusivité donc pour faire le zoom sur le sourire et le bonheur que les Miss apportent aux déshérités de la société. Parfait. Ce qu'elles sont elles-mêmes, la plupart. Donc dans cet entretien, le président du comité national Miss Togo a bâton rompu et lève le voile sur la vie du comité, les projets sociaux des Miss, le séjour actuel de la Miss Togo 2018 en Europe, le humanitaire et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'événement Miss Togo a fait des très différentes lauréates. Donc, M. Baka nous en dit également sur du point de mandat d'une Miss FR et il donne des nouvelles sur la prochaine compétition Miss CDAO. Parfait. Il n'a surtout pas manqué de rendre hommage aux journalistes pour leur accompagnement efficace de Miss Togo. Nous invitons donc nos lecteurs à s'offrir ce journal et le numéro 107 de Symphonie pour lire l'intégralité du secteur riche interview. D'accord. Très bien. Écoutez, on aura compris, on lira l'interview et les autres articles dans votre journal Symphonie. Merci beaucoup, Yves Gallet. C'est plutôt moi, Eric. Très bonne émission. Merci et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée aussi. Aussi, on pourra avoir dans les kiosques le magazine Le Pacifique, le trimestriel d'information et de sensibilisation. Le journal évoque la profanation des lieux de culte. La guerre des religions n'aura pas lieu au Togo. Peut-on lire donc dans le journal, le magazine Le Pacifique. Autre sujet, Hajj 2018, l'association Jeudi qui renforce les capacités des pèlerins. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur le concours national de récitation du Saint-Coran, Ousmane Zato, sacré champion de la 22e édition. Tout cela à découvrir dans le journal, le magazine Le Pacifique. Maxime Show, la chronique santé. La chronique santé ce matin avec le naturopathe Gabriel Anani. Gabriel, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous avez souhaité nous entretenir sur le concombre et ses bienfaits. Hein? Tout à fait. Bien. Le concombre, on ne le présente plus. C'est un légume assez rafraîchissant et qui apporte d'ailleurs peu de calories, mais bourré quand même de certains nutriments. Si nous allons parler des caractéristiques du concombre, le concombre est riche en eau, faible en calories, et source de fibres. Donc, on suppose que ça va normaliser aisément le transit intestinal et c'est un allié pour ceux qui veulent perdre du poids. Le concombre enferme des antioxydants qui protègent nos cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Et ces radicaux libres étant des molécules réactives et seraient impliquées dans les maladies cardiovasculaires. Donc vous comprenez tout de suite qu'en prenant souvent du concombre et de la manière la plus crue, les couper en rondelles très fines permet d'entretenir tout le système cardiovasculaire et nettoyer le corps de toutes ces toxines. N'oublions pas que le concombre a des actifs diurétiques qui permettent d'éliminer tous les déchets qui envahissent les artères aussi. Également, le concombre contient ces radicaux libres aussi sont source de beaucoup de cancers aujourd'hui. Donc, du coup, permet de pouvoir réparer les lésions éventuelles que les cellules ont et en les empêchant de pouvoir tomber dans la dégénérescence. 95% de son poids est l'eau. Donc, du coup, c'est assez rafraîchissant. En prenant du concombre, vous prenez en même temps de l'eau parce que
l'eau sous la forme liée que contient le concombre. Donc ça permet de rafraîchir tout le corps. Il contient également du cuivre. On sait que le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et surtout du collagène. Donc ce qui permet à ceux qui ont des problèmes de peau, quand vous consommez du concombre sur une longue période, ça permet quand même de pouvoir embellir votre peau. Le concombre aussi contient de la vitamine C, un peu du fer, de la vitamine K et un peu de tout. Donc, on n'a pas que souvent les gens consomment le concombre et ils enlèvent la peau. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir bien laver le concombre dans de l'eau et du bicarbonate. Du bicarbonate que vous achetez en pharmacie, vous lavez bien, vous le rachetez avec du bicarbonate et vous le coupez et vous le mangez. Donc, ça contient énormément de nutriments qui vont aider le corps à pouvoir se stabiliser. Donc, si bon nombre de personnes ne mangent pas du concombre, et il faut qu'ils se mettent à le manger, c'est tellement bon pour la santé, c'est bon pour le système cardiovasculaire, ça permet de maintenir une pression sanguine assez stable. D'accord. Donc, ce clin d'œil, ce zoom qu'on a voulu faire ce matin sur le concombre, et d'ailleurs, pratiquement tous les légumes aident énormément l'organisme à pouvoir se stabiliser. D'accord. Gabriel, encore une seconde. Donc, le concombre, on le mange tout cru, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai dit précédemment. La bonne manière de manger les concombres, c'est de le manger avec les pépins et la peau. Donc, il ne nous convient de bien laver le concombre pour enlever les pesticides et les engrais, et le laver au moins entre 5-10 minutes dans de l'eau bicarbonatée. D'accord. De l'eau bicarbonatée tellement alcaline pour pouvoir neutraliser tout ce qui est acide et tout ce qui est pesticide au niveau du concombre. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Gabriel. C'est moi qui te remercie. Allez, bonne journée. Bonne journée. Taximédia Show, la chronique tech, Amène Assignon. Voilà, nous accueillons notre charmante dame, Amène Assignon. Amène, bonjour. Bonjour Eric Gator, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous, ça va? Oui, ça va également, merci. Très bien. Alors, on est à vous maintenant pour votre chronique tech. Oui Eric, ce matin, on s'intéresse au hashtag, appelé encore mot dièse en français, très utilisé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram et autres. En termes numériques, le hashtag est un mot-clé précédé du symbole dièse que les internautes utilisent dans leurs publications, sur les réseaux sociaux notamment bien sûr. Et il permet aux autres utilisateurs d'accéder au contenu qui est votre message et qui contient le dit mot-clé, et cela sans être nécessairement ami ou follower de la personne qui en fait usage. Alors, comment créer un hashtag efficace? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit d'ajouter le symbole dièse au début du mot-clé sur lequel vous souhaitez attirer l'attention. Alors, notez que l'emplacement du hashtag, qu'il soit en début ou au milieu de votre message, n'a pas grande importance toutefois. Et petit conseil, faites tout pour écrire des messages courts lorsque vous faites usage du hashtag, particulièrement sur Twitter où les messages sont limités à 140 caractères. Autre consigne, assurez-vous de n'utiliser que des hashtags pertinents, clairs et concis. Exemple, hashtag swag, pour signifier que vous êtes stylé. Et on finit avec les GIFs, ça s'écrit GIF, vous devez certainement rencontrer sur les réseaux sociaux Eric. Ce sont ces vidéos de très courte durée. Il s'agit des graphiques interchange format, c'est en anglais. En français, on les appelle les formats d'échange d'images. Alors, c'est un format d'image numérique couramment utilisé sur le web. Les GIFs sont très utilisés donc sur les réseaux sociaux pour partager de petites animations. Leur format est très léger et capte facilement l'attention au sein d'un message ou d'un article. Un GIF animé vaut parfois mieux qu'un long discours. Et la plateforme la plus recommandée, et c'est bien sûr la plus utilisée d'ailleurs, est Giphy.com. Ça s'écrit Giphy.com, c'est en minuscule. Si vous cherchez donc à avoir ces vidéos animées. Mais si vous souhaitez les concevoir vous-même, vous pouvez utiliser le logiciel de retouche Photoshop ou l'application en ligne Make GIF. Alors ça s'écrit
Make, M majuscule, A, K, E minuscule et A, G, I, F en majuscule. Alors, je reprends M majuscule, A, K, E minuscule, A, G, I, F majuscule. Et donc, c'est une application complète qui permet de faire un GIF à partir d'images, de vidéos depuis YouTube et autres. Voilà, Eric. Très bien, c'est noté. Écoutez, Amen, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, et j'espère que vous allez essayer de concevoir ces GIFs également. C'est très intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, bonne journée. Bonne journée et bonne semaine à vous et aux auditeurs. À bientôt. À bientôt.